Pierre Nicolas, qui est présent dans notre studio ici, il est secrétaire général du PRG de la Haute-Garonne. Et à ce titre, encore une fois, au niveau national, il est membre du comité directeur national du PRG. C'est un parti qui est connu dans la région, qui est d'ailleurs très, on dirait que d'ailleurs, qui est très représenté par rapport à d'autres régions. Et un parti qui est un parti du pouvoir, c'est pas un parti qui a participé à plusieurs gouvernements et socialistes, ainsi de suite. Autrement dit, c'est un parti impliqué dans la vie sociale et la vie gouvernementale aussi de la France. À ce titre, et je soulignerai qu'il est sur la liste, encore une fois, de la coalition municipale de Cohen, où il est bien positionné. On espère que d'ailleurs, une fois que la liste pourra gagner, il va bénéficier de responsabilités qui sont à la hauteur. C'est pas à nous de le dire, de toutes les façons. De son engagement. Non, bien sûr. Quand je lui ai proposé, dans le cadre justement de notre association Négropolis Info, donc association des animateurs radio et télévision, internetaire, c'est parce que j'ai vu en lui, à travers lui et à ce qu'il fait en fait dans la région, qu'il est l'homme qui est impliqué dans la vie sociale et du terrain. Je souligne quand même qu'il travaille dans le cadre du tourisme et qui est un secteur aussi à promouvoir dans la sous-région. Et en plus, il a un cœur, il sait donner, il sait se donner sans se préserver. C'est à ce titre justement que je l'ai sélectionné sur la liste pour venir vous le présenter. Je vous remercie beaucoup, j'espère être à la hauteur de vos espérances. Bien, alors justement, avant de commencer avec lui, nous allons quand même citer les autres listes, parce qu'il y a plein de listes. Il y a la liste lutte ouvrière conduite par Sandra Touré-Mocha, la liste conduite également par Ahmed Chouki, c'est la liste soutenue par le NPA. Liste parti de gauche conduite par Christophe Célin. La liste PS, PCF, PRG, conduite par Pierre Cohen, donc vous faites partie donc. Liste divers gauche, conduite par Jean-Pierre Plancade. Liste d'Europe Écologie Les Verts, conduite par Antoine Maurice. Liste Rassemblement Citoyen, conduite par Elisabeth Bellobret. Liste UNP Modem UDI, conduite par Jean-Luc Moudin. Liste divers droite conduite par Christine Deverac et enfin liste Front National conduite par Serge Larose. Nous sommes tenus de dire toutes ces listes quand on reçoit quelqu'un. Et toutes ces personnes, vous êtes pliés également, si vous le sentez, de venir dérouler, pourquoi pas, votre programme pour ces municipales. Alors, une fois que vous avez été présenté de cette façon, je voudrais d'abord vous poser une question qui taraude un peu mes lèvres. D'abord, votre nom Batz a-t-il quelque chose de famille avec le député Gérald Batz? Alors, a priori, oui. Ah, d'accord. Là, je vous réponds directement. Ah, d'accord. En fait, mon père et lui sont cousins, donc on est cousins issus de Germain. Voilà, mon frère et moi sommes cousins issus de Germain. D'accord. Mais lui était au Parti Socialiste et moi au Parti Radical de Gauche. Ah, mais voilà. Vous vous retrouvez quand même dans donc nous sommes cousins même dans les partis. Okay. Voilà. Alors, j'ai l'impression, le gouvernement au jour d'aujourd'hui est très critiqué. Hein. Bon, vite fait comme ça, ce sont des petites questions que je vous pose comme ça. Après, je vais vous laisser... sur le grill, avec Costa. Le gouvernement est très critiqué en ce moment. Et vous, on n'entend pas trop votre voix là-dedans, hein, la voix d'avoir de la critique ou la voix du gouvernement? Je ne sais pas, vous dites rien, on n'entend pas, on entend même des Mélenchon qui parlent, qui sont très critiques, mais vous... Alors, si vous voulez, nous, on a, comme vous savez, on a deux groupes, un groupe à l'Assemblée, un groupe au Sénat, constitué à grosse majorité de radicaux de gauche. Tout à fait. Nous avons aussi un modem à l'Assemblée, Olivier Farlorny, qui n'est pas radical de gauche, qui a battu Ségolène Royal à La Rochelle. Voilà. Et au Sénat, nous avons aussi un groupe RDSE, Rassemblement démocratique social européen, qui comporte pour la plupart, je crois qu'il y a 17 membres ou 18 membres. Pour la plupart, il y a des radicaux de gauche, je crois qu'on est 12. Et on a aggloméré Robert Hue, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, voilà. Donc, nous avons bien pu constituer, sous l'égide de Jacques Mézard au Sénat et de Roger Gérard Schwarzenberg à l'Assemblée, deux groupes, à partir desquels nous faisons entendre une voix, et notre voix.
Pour autant, nous sommes dans une majorité gouvernementale, nous avons aussi 2 ministres en poste et non des moindres, et à ce titre, nous ne nous autorisons pas à critiquer le gouvernement, contrairement à ce que font d'autres partis. Vous ne me faites pas dire. Voilà. Alors, vous êtes plutôt du genre, un ministre, ça se tait ou ça fout le camp. Exactement. Non, mais il faut être très clair. On est dans le gouvernement, on est dans le gouvernement. Si on ne veut plus y être, si on critique, on sort. Donc nos 2 ministres, et pour finir très rapidement, sont Sylvia Pinel, ministre du Commerce, Artisanat et Tourisme. C'est quand même un secteur très important. Et un deuxième, un autre secteur tout aussi important, mais sur un petit peu le plan des institutions, qui est la ministre en charge de la décentralisation, Marie Escoffier. D'accord. Voilà. Bien, alors, pour faire bien, et surtout vite, je vais dire qu'il a fait, lui, Faustin, il a fait, je vais dire, une couverture pas possible. Il parle de la droitisation de la gauche gouvernementale, une machine à perdre ou un choix du réalisme socio-économique. Alors, il met justement un point d'interrogation. C'est une vraie dissertation. Alors, il dit, depuis l'élection de François Hollande à la tête de l'État, sa popularité ne cesse de baisser, sans doute parce que les mesures gouvernementales et les dispositions législatives conformes aux attentes des marchés ont du mal à enchanter l'opinion publique. De plus, l'augmentation des impôts de la classe moyenne, exemple la TVA, la hausse du chômage et l'augmentation de diverses précarités créent un sentiment d'exaspération au sein de la population française. La gauche gouvernementale se défend en disant qu'elle a fait le choix du réalisme socio-économique, alors que la droite l'accuse du plagiat de la politique de Sarkozy. Quant à la gauche, elle accuse la gauche gouvernementale d'avoir choisi la voie de la droitisation de ces politiques qui trahissent ses principes et attisent l'insécurité sociale. Mélenchon va même à considérer l'actuel gouvernement comme le plus à droite depuis Guy Mollet. Face à cette droitisation rampante ou réelle, le sentiment d'exaspération s'aggrave et les politiques gouvernementales jugées d'être de droite deviennent impopulaires. Ces politiques vont-elles avoir une incidence sur les prochaines élections municipales et cantonales? Peut-on craindre que la gauche locale puisse en pâtir gravement lors des prochaines élections? Autant de questions qu'il convient d'aborder, certes en toute sérénité, mais qui constituent le cœur du débat pendant la campagne des municipales et des cantonales. Il est à vous. Voilà, on en est là effectivement, quand justement, puisque le fait de la droitisation de la gauche vient effectivement de la gauche, qui dit en fait, la gauche gouvernementale, encore une fois il faut préciser, puisqu'on précise de dire la gauche gouvernementale, c'est la coalition des partis politiques qui gouvernent aujourd'hui la France avec les socialistes. Et qui est différent, justement, donc cette coalition, qui est tout à fait différente de la gauche locale, des collectivités locales, qui aussi sont très nombreux, et on se rappellera encore une fois que la majorité des régions de France sont gouvernées par la gauche. Oui, et on fait un distinguo, justement, une distinction entre la gauche gouvernementale, ceux qui gouvernent, donc l'exécutif autour du président Hollande, et les collectivités locales qui, eux, sont issues du terroir, qui ont été élus. Bon, la droitisation, justement, du gouvernement, de manière ou d'une autre, il est soulevé par la gauche de la gauche, qui dit, au deuxième tour, on a mis nos billets pour voter Hollande, et en arrivant au pouvoir, il applique la politique de Sarkozy. Voilà donc voilà où se trouve. On a essayé de décortiquer dans le cadre de notre association Négropolis Info, effectivement, si réellement ce qualificatif de droitisation de la gauche était fondé. Et effectivement, il y a quelques éléments qui nous révèlent tout de même qu'il y a une droitisation non seulement rampante, mais réelle. Notamment, si elle est rampante, c'est terrible. Voilà, donc elle est réelle. Par exemple, il y a des incohérences gouvernementales où on trouve, par exemple, les sacrifices actuellement demandés aux Français. Ils n'étaient pas annoncés, par exemple, dans la campagne de Hollande. Il disait, le changement, c'est maintenant. Et maintenant, on dit, écoute, il faut vous serrer la ceinture parce que les temps sont durs. Donc, on est toujours dans la continuité. Sarkozy disait, écoutez, les temps sont durs, il va falloir réformer la France d'une manière ou d'une autre. Maintenant, alors, ces incohérences de sacrifice, c'est notamment, par exemple, la hausse de la TVA. Bon, alors, quelle est la question? Bon.
Je vais continuer encore. Il y a un autre élément, par exemple. Il y a une disproportion, encore une fois, de crédibilité au sein du gouvernement. On se rappelle qu'au moment où le président de la République baisse en popularité, il y a un ministre de l'Intérieur qui, lui, alors là, il monte en popularité. Et la curiosité, c'est de dire, c'est pas bon pour la gauche gouvernementale parce que c'est quand même dramatique de voir un ministre de gauche de l'Intérieur qui est très apprécié par la droite. C'est un peu inquiétant, un peu inquiétant. Il y a un autre élément, par exemple, de droitisation, c'est de dire, est-ce que réellement cette droitisation, elle est stratégique? De dire, attirer peut-être l'électorat du centre, ou elle est suicidaire, parce que ça devient beaucoup plus compliqué de dire, est-ce que réellement la gauche gouvernementale, il va pouvoir en quelque sorte rester avec une colonne électorale, de dire nous défendons les principes qui sont les nôtres, des principes authentiques. Et en plus, au niveau local, c'est ce que je vous disais que je distinguais en fait la gauche gouvernementale et la gauche locale, c'est de dire est-ce que cette droitisation du gouvernement ne va pas, ce n'est pas en train de créer des bâtons pour se faire battre au niveau local? Autant de questions qui nous posent de dire, écoutez, est-ce que réellement, dans un climat de campagne, par exemple, pour les municipales et prochainement pour le cantonal, est-ce que il ne risque pas y avoir un gros problème de dire, au niveau local, on risque de voter sanction, donc pour sanctionner donc, la gauche. Autant donc, le soulever avec Pierre Bach, qui est à côté de... Moi, je prendrai d'abord un des premiers points que vous avez, qui me pique un peu. Droitisation au réalisme, ça veut dire que d'être de gauche, c'est être utopique? Pas du tout. Non, mais donc on peut être de gauche et réaliste. Absolument. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une droitisation à laquelle on assiste. Mais simplement, les faits sont têtus. Alors là, je vous dis ça, mais c'est Lénine qui le disait. Pour un radical de gauche citer Lénine, quand même, c'est rare. Mais je ne pense pas que ce soit une droitisation. C'est que la crise est ce qu'elle est. Et c'est souvent la gauche qui a demandé des sacrifices au pays. Voilà. C'est pas la gauche n'est pas forcément laxiste. Elle n'est pas, ne fonctionne pas à chéquier ouvert. Et ça, les gens l'ont oublié. Et je pense que c'est aussi du rôle du politique d'assurer et d'assumer ses choix. Alors après, le président Hollande est très bas dans les sondages. Je ne suis pas sûr que notre président, dans la même situation, ne soit pas aussi bas. Mais alors, moi, une question que je m'avais... Est-ce que vous croyez, sincèrement, ou vous ne croyez pas, que ces sondages d'Hollande ne vont pas affecter les élections locales, hein? Parce que si c'était le cas, c'est la cata après. Hein. Honnêtement, je pense que ça peut affecter les gens dans la mesure où je pense que l'électorat de gauche risque de ne pas trop se déplacer. Ça, c'est vrai. Pour autant, vu la campagne que l'on fait, et on est vraiment sur le terrain, et vous pouvez le constater, je n'ai pas dit que les types de droite n'étaient pas sur le terrain, mais là, je vais parler de mon camp. On est sur le terrain, on a vraiment un accueil chaleureux. Et moi, je peux citer un exemple. Alors, citez-en même deux. Je vous en cite ambition personnelle. Non, je vous en cite non, pas personnelle, bon, de votre camp. Donc, vous savez que la plupart du temps, on va distribuer nos programmes à la sortie du métro, où on fait du porte-à-porte, où vraiment dans la rue, on distribue le programme et on discute avec les gens. Donc, en fait, c'était jeudi soir. J'ai distribué au métro Jeanne d'Arc et je me suis fait allumer par quelqu'un. Mais allumé, mais bon. Bien. Et, ah oui, bien. Et justement, sur la politique nationale. Bon. Donc, voilà, ça se passe comme ça se passe. Et la personne en question revient 10 minutes plus tard et je lui retends un tract. Et elle me dit, mais on vient de discuter. Donc, je lui réponds, oui, vous voyez bien, donc je ne suis pas rancunier. Donc, ça le fait rire. Et on discute. Et on a discuté. Et c'est vrai qu'on peut avoir du vague à l'âme par rapport à la politique gouvernementale. Néanmoins, ces élections concernent une élection municipale qui aura pour incidence d'élire aussi des conseillers communautaires, puisque nous passons Toulouse et les 37 communes vont rentrer dans un autre statut qui est celui de la métropole. Et là, si on fait le bilan de ce qu'a fait Cohen depuis 2008, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'a fait que tirer le tiroir pour continuer la politique laissée par la droite? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que toutes ces réalisations-là sont des projets
qu'avait déjà la droite. Je doute que Qu'il le a tiré tramway soit un projet de la droite. Ah, d'accord. Je doute que la piétonisation de la rue Alsace soit un projet de la droite. Alors là, je vais mettre un bémol. La droite, à l'époque, avait engagé une piétonisation temporaire de la rue Alsace. Quand nous sommes arrivés aux affaires, après un certain nombre d'années où nous n'y étions pas, c'est-à-dire qu'en fait, depuis 1973, la ville était aux mains de la droite, et c'est la démocratie, donc je ne le nie pas. Mais après un certain nombre d'années, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons considéré qu'il fallait aussi piétoniser la rue Alsace totalement, de façon à avoir, alors piétoniser, espace partagé, c'est exactement le terme, de façon à avoir une rue commerçante sur laquelle les gens pouvaient déambuler en toute tranquillité et paisiblement. Un petit peu à l'instar, je me permets, de ce qu'a fait les municipalités de droite à Bordeaux. Je ferme la parenthèse. Donc, les travaux de la rue Alsace ont duré un peu de temps. C'est vrai, parce qu'il a fallu aussi changer les canalisations qui étaient en plomb. Ça, il faut le savoir. Et ce que n'avait pas fait, ou n'avait pas voulu, ou pas pu faire la droite du temps de la piétonisation temporaire. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu des travaux qui ont duré un petit peu de temps, mais ces travaux ont vraiment été voulus par la municipalité de Pierrecoën entre 2008 et 2014, et ce n'est pas forcément des projets qui ont été sortis du tiroir de la droite. Je vais vous prendre un autre exemple. Là, notre ami, entre guillemets, Jean-Luc Maudenc nous propose une deuxième rocade. Bon, avec 15 000 arrivants par année sur la métropole toulousaine et sur Toulouse, le temps que l'on fasse les études, le temps qu'on construise la rocade, on sait déjà que la rocade sera enfoncée. Moi, je parle pour moi, je peux présumer que d'ici 20 ans, au moment de la réalisation de la dite rocade, elle sera déjà saturée, à raison de 15 000 arrivées par an, si on ne développe pas en même temps les transports en commun. Pour mémoire, notre ami Jean-Luc Maudenc s'était déjà fait retoquer son projet en 2008 par un de ses amis, Jean-Louis Borloo, alors aux affaires. Donc voilà, ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on a sorti du tiroir, et on veut faire le choix de transport collectif de façon à alléger un petit peu le poids de la voiture en ville. On ne veut pas l'enlever totalement. On ne veut pas l'éradiquer. On ne veut pas éradiquer la voiture de la ville. On veut juste qu'il y ait un peu moins de déplacements en voiture de façon à soulager la voirie, les rocades, la pollution. Parce que là aussi, il faut quand même penser, sans être un verre ayatollah, il faut quand même penser à la pollution. Et accessoirement aussi baisser la facture énergétique de tout ce chacun. Tout à fait, vous n'avez pas le droit de ne pas réussir à Toulouse, parce que vous êtes comme la République, comme le gouvernement actuel, qui a le Parlement, le Sénat, et que sais-je encore. Et vous, ici à Toulouse, d'ailleurs, vous avez la mairie, vous avez la région, et vous avez le conseil général. Donc, avec tout ça, je crois que vous pouvez faire de Toulouse une vitrine terrible. Je le pense aussi. Preuve en est, mais là je pense que Pierre Isard, Pierre Cohen et Marcel Valévy ont pensé, puisque notamment sur le plan des transports, en novembre-décembre, ils ont proposé une carte inter-transport sur les 3 collectivités, parce que là il s'agit bien quand même de 3 collectivités. Donc ça veut dire qu'il y a des projets comme ça sur ces 3 collectivités, et qui vont toucher particulièrement la métropole toulousaine et Toulouse, qui sont en train d'éclore doucement mais sûrement. Voilà. Je prends le cas du transport parce que c'est quelque chose qui nous touche tous directement. On se déplace bien pour aller d'un point à un autre, notamment pour aller travailler. Alors, je ne comprends pas quand on voit que vous avez votre liste à, bon, ça c'est le sondage, 51%, et Jean-Luc Maudenc, il n'est pas bien loin à 49%. On se pose la question aussi, comme l'écrit d'ailleurs un de nos collègues, que le Capitole va se jouer dans un mouchoir. Mais est-ce que le Capitole ne s'est jamais joué dans un mouchoir? Il s'est toujours joué dans un mouchoir. Ah oui, les dernières élections d'ailleurs aussi. Il s'est joué dans un mouchoir et on sait à peu près pourquoi. Mais il était illusoire de penser qu'on pourrait gagner, que la liste sur laquelle je suis candidat pourrait gagner à 53, 54, 55%. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit très très bien pour la démocratie. Je pense qu'une victoire à 52 serait vraiment très très bien, mais c'est normal que l'écart se resserre.
Je vais leur donner la parole à moi, mais auparavant, c'est la fête de la femme aujourd'hui, internationale de la femme. Alors, si on a normalement, ça doit être la fête toute l'année. C'est elle qui devait même, c'est elle aujourd'hui, normalement, qui devait même conduire cette émission. Hein. Alors, allez-y, dites-moi. Comme quoi, le mal que je pense, hein, c'est voilà. moi qui devais, soi-disant, diriger cette émission aujourd'hui, mais bien sûr, les hommes ont décidé que j'aurais juste un petit bout. Moi, elle a toute une heure après nous. Hein. Moi, elle a toute une heure qu'on l'a. pas demandé mon avis, je précise. Oui, bon, voilà, je vais essayer de ne pas être féministe, ce que je ne suis pas réellement. Je suis une femme, point, tout simplement. Je souhaite une belle journée de la femme à toutes les femmes du monde et bien sûr aux femmes politiques parce qu'on ne les voit pas souvent. Il y a encore et toujours, moi perso, hein, j'aimerais bien voir aussi une femme à la mairie de Toulouse, pourquoi pas. Est-ce que dans votre camp, il y aurait une femme qui, pourquoi pas, même dans un prochain mandat, pourrait porter les valeurs de votre parti? Alors, pour être très honnête, je ne sais pas. On est quand même un petit parti. Bon, voilà. Même assimilé gauche, quoi. Enfin, la grande gauche, je veux dire. Non, mais on est un petit parti, donc on ne s'est pas encore vraiment posé la question de savoir si on aurait une candidate tête de liste aux prochaines municipales de 2020. Néanmoins, nous avons désigné 4 candidats, 2 hommes, 2 femmes. Et notre représentante, en fait, est Cécile Ramos. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis le secrétaire général départemental et Cécile Ramos est la tête de proue des radicaux sur Toulouse. Donc ça devrait répondre à votre question. Vous savez qu'aux élections municipales, la loi oblige à avoir une liste millefeuille, un homme, une femme. Et pour le prochain scrutin départemental, sur chaque circonscription départementale, je ne sais plus comment ça s'appelle un canton, mais obligation est faite d'avoir 2 candidats, un homme, une femme, ou une femme, un homme. Donc de toute façon, on va arriver à une parité quasi complète. Moi, je suis pour. Hein. Alors, je veux dire, j'ai d'autant moins de problèmes. Je rappelle que notre parti a 2 ministres au gouvernement, ce sont 2 femmes. Je rappelle aussi que parmi nos députés et nos sénatrices, nos sénateurs, nous avons une parité. Je rappelle que la sénatrice radicale est une femme, ici en Haute-Garonne. On n'a vraiment pas de problème. Hein. Donc, historiquement, parce que... Voilà, historiquement, le Parti radical socialiste, dont est issu le Parti radical de gauche, a compté dans ses rangs la première secrétaire d'État sous le gouvernement de Léon Blum, qui était Cécile Brunswick. Ce n'était pas une adhérente de notre parti. Voilà. Donc nous, on est vraiment très à l'aise sur ça. Sur pas mal de questions sociétales, nous sommes aussi très à l'aise. Donc là, on pourra les aborder, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est ce que Faustin voulait dire au départ. Oui. Il l'a pas dit, mais c'est sur ça qu'on a quand même particulièrement parlé. Alors franchement, moi, à titre personnel, j'ai encore moins de problèmes. Je suis dans un parti qui n'en a pas, et moi, j'en ai pas du tout. Vraiment, on va y ravi. Mais je vous en prie. Bien évidemment. Mais voilà. j'aurai une position autre, je vous la dirai aussi. Hein. C'est vraiment par philosophie. Voilà. Bon, Faustin, dernière question avec... Dernier passage sur le grill, donc, si je comprends. Bien sûr. Pour revenir à la question qui a été posée par notre collègue de Nougat TV, c'est qu'effectivement, en fait, le Parti radical de gauche, sans doute, c'est le parti le plus féministe de France. Parce que cela depuis longtemps. Donc là, on ne pourrait pas leur reprocher vraiment de ne pas être féministe, comme c'est le cas pour beaucoup de partis. Je me permets, Faustin, d'ouvrir une petite parenthèse. Je vous rappelle aussi que la première femme issue d'un parti républicain, donc qui veut le pouvoir et l'assumer, c'est nous qui l'avons présentée avant Ségolène Royal. Voilà, la première femme qui a été présentée à une élection présidentielle était Christiane Taubira. Qui est ministre aujourd'hui. Et alors, elle a rassemblé pas mal de choses. Hein. C'est une femme. Elle est noire et des dom-toms. Je pense qu'on a du mal à faire... voilà. Alors je dis ça, c'était pas un concours, hein. Voilà. Mais c'est nous qui avons présenté les premiers, une femme, à la grande élection suprême. Et sans aucun problème, on a milité, etc. Voilà. Donc, pour ça, je dis, on n'a vraiment pas de problème. Mais sur d'autres sujets non plus. Bon. Alors, on aurait voulu d'ailleurs une femme comme Premier ministre de ce gouvernement pour que les choses soient bien équilibrées. C'est-à-dire au sommet des summums, un président homme et une... Bon, peut-être que c'est pas encore perdu. Hein. Peut-être, oui. Peut-être. Bon. J'ai pas d'infos, mais bon. Bon, sait-on jamais. Bon, allez-y. Pour revenir justement à ce que je disais tout à l'heure, cette droitisation de la gauche gouvernementale, effectivement, quand on est un élu de gauche au niveau local, franchement, à l'état actuel, on a du mal à être très solidaire
avec le gouvernement actuel d'une manière ou d'une autre. Bien que justement d'ailleurs Pierre-Nicolas Baf a dit, écoutez, comme nous faisons partie de la coalition, il nous est interdit de commenter, comme s'il était, comme s'il y avait, c'est pas interdit. Mais comme s'il y avait l'omerta d'un conseil de non. de la coalition. Ça, Faustin, c'est pas possible de parler d'omerta. Non, simplement, on considère qu'on est dans la coalition, on l'assume, et à ce titre, on est solidaire. Point. Voilà. Alors, ce que je disais, en fait, c'est courageux de la part de quelqu'un de la gauche, en fait, locale, d'être solidaire avec le gouvernement actuel, notamment sur les incohérences que j'ai soulevées tout à l'heure, justement, de la campagne présidentielle et des promesses et l'état actuel de la situation. Notamment, par exemple, l'augmentation des impôts, notamment sur la TVA. Vous savez, la TVA, c'est cet impôt injuste qui frappe beaucoup plus les classes moyennes que les riches. L'augmentation de cette manière-là, ça montre encore une fois qu'il y a quelques incohérences en fait. On s'éloigne peu à peu des positions de vraie gauche, d'une manière ou d'une autre, de la défense de la veuve et de l'orphelin qu'on a toujours entendu parler. Le chômage, le redressement du chômage, alors une fois, ça pose un véritable problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je le dis encore une fois, c'est très courageux de quelqu'un qui prétend vouloir gagner les municipales ici à Toulouse, de dire, ben, écoute, nous restons tout de même solidaires avec le gouvernement actuel. Oui. Il y a un autre élément que je voudrais souligner encore une fois, c'est un peu, encore une fois, inquiétant par rapport au gouvernement actuel, parce qu'on assiste à un alignement de la gauche par rapport aux positions de droite, notamment sur la sécurité et l'immigration. Et on dirait, quand on va Valls, on dirait Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Et le thème des Roms, à l'époque, là, quand Sarkozy parlait des Roms. Alors, vous vous rappelez, Valls aussi, il en a parlé. C'est courageux, encore une fois, pour quelqu'un de la gauche locale de vouloir dire « je soutiens Valls derrière », parce que ce que je soulignais tout à l'heure en parlant, on dirait qu'à droite, ils ont trouvé un ministre de gauche rêvé depuis longtemps, et c'est Valls. Ça pose vraiment un véritable problème. C'est bien qu'aujourd'hui, en fait, c'est très difficile et pour quelqu'un de la gauche locale, même si on n'a pas le courage de le dire, d'assumer toute la responsabilité du gouvernement actuel. Et c'est ça, ce sont ces éléments de ce genre-là qui peut-être la droite pourrait profiter pour privilégier dans la campagne actuelle. D'où la stratégie que doit mener, par exemple, les gens qui sont sur la liste de Cohen, de pouvoir en quelque sorte déminer ces situations. S'il y a des expulsions d'étrangers en situation irrégulière, ben, moi ça me semble assez normal. Hein. Je le dis aussi très, très honnêtement. Ce qui me gêne le plus, c'est la situation sur les Roms, parce que voilà, il y a des fois eu quelques petits dérapages. Mais après, ce que je dirais par rapport au gouvernement de manière générale et par rapport à Valls en particulier, c'est que quand même, on essaie toujours d'avoir un accompagnement social. Et oui. Voilà. Alors après, sur les chiffres du chômage, on peut aussi en parler. Alors je peux vous ressortir la vulgate ministérielle qui dit que le chômage des jeunes a baissé, qu'il faut faire baisser. Bon, voilà. Et je peux aussi vous ressortir la vulgate UMPiste qui parle que les emplois d'avenir ne sont pas de vrais emplois, etc. Bon, en attendant, il y a quelques types qui mangent. Bon, alors, oui. puisque... Donc après, le chômage baisse et pour finir, c'est quand même pas le gouvernement non plus qui embauche. Il faut aussi que les patrons, à un moment donné, embauchent. On ne peut pas sans arrêt... on a un discours un petit peu schizophrène. Les patrons nous disent sans arrêt que nous sommes des tenants des charges sociales fortes. Dès qu'on les baisse, ça ne va jamais assez bas. Mais on ne va pas avoir non plus des salaires de Chinois. Non, mais il faut quand même être clair entre nous. Donc si on veut maintenir notre niveau de vie, il faut que tout le monde fasse un effort. Où les patrons développent la recherche-développement, où ils développent les embauches, mais ils ne peuvent pas à chaque fois accroître leurs produits, notamment financiers, parce que c'est ça aussi le problème. Sur le pacte de compétitivité, je vous le dis avant que vous le disiez, nous soutenons, parce que nous considérons qu'effectivement, les charges sociales sont peut-être un peu fortes. Mais il faut aussi que les patrons s'engagent sur 2-3 points. Et s'ils ne s'engagent pas sur la création d'emplois, parce qu'il y a une discussion entre partenaires sociaux, ce qui n'existait pas avant, et on laisse les partenaires sociaux vraiment discuter. Je suis aussi adhérent d'un syndicat, donc je sais ce que c'est qu'un organisme paritaire, parce que j'ai siégé dans des organismes paritaires à Toulouse. Le pacte de compétitivité, donc réduit les charges sociales, mais nous avons déjà eu des réductions sous Sarkozy,
avec notamment, par exemple, la baisse de la TVA à 5,5 dans les produits touristiques, hein, hôteliers, restauration, etc. Les hôteliers, l'UMIH notamment, ne s'étaient pas engagés sur des créations d'emplois, mais nous dit actuellement que s'il n'y avait pas eu baisse de la TVA, donc on peut présupposer que ça soit à peu près la même chose pour le pacte de compétitivité, il n'y aurait pas eu pérennisation de certains emplois. Absolument. Donc c'est peut-être, à défaut de créer, alors c'est malheureux, mais au moins pérennisons ce qui existe. Et de façon à ne pas construire sur du sable. Il faut à la fois qu'on pérennise les emplois qui existent, donc on arrête les licenciements, et à la fois qu'on arrive petit à petit à recréer de l'emploi de façon à ce que le chômage se résorbe doucement. Il y a eu aussi comme autre mesure, parce que je les connais quand même un peu, l'accompagnement d'un senior par un jeune, ou d'un jeune par un senior. Là aussi, qu'est-ce qu'attendent les entreprises? Certaines pleurent parce qu'il n'y a pas de transfert de compétences, mais pour autant, il y a des processus qui ont été donc gouvernementaux qui ont été mis en place. Qu'est-ce qu'attendent les entreprises pour former les jeunes qui leur coûteront quand même vachement moins cher qu'une personne d'un certain âge déjà en poste depuis pas mal d'années? Qu'est-ce que attendent les entreprises pour aussi jouer le jeu? Ça ne peut pas toujours être dans le même sens. Oui. Autre dernière question. Je terminerai sur deux petites questions. Encore une fois, cette droitisation, justement, donc je souligne... Que je réfute quand même, vous avez compris, depuis un certain temps que je réfute. Exactement. Deux petites questions, c'est-à-dire, est-ce que cette droitisation rampante, maintenant que tu ne reconnais pas qu'elle est réelle, et est-ce qu'elle est très payante? Et au niveau national, je dirais non, parce qu'on constate encore une fois la chute du président. On dirait qu'il va finir au précipice quelque part. Attention, le sondage n'est pas élection. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et jusqu'à terme de son mandat, il est légitime. Hein. Exactement. J'espère que... On n'est pas en Crimée ici. Ça ne sera pas comme en Ukraine. J'avais dit la même chose de Sarkozy du temps où les sondages baissaient. Exactement. Le président est élu, il est légitime jusqu'à terme de son mandat. Tout à fait, c'est les règles de la démocratie. Et donc, d'un coup, en fait, au niveau national, donc, c'est pas payant. Au niveau local, par contre, on pourrait craindre une raclée, donc le vote sanction. Et je soulignais au départ, d'une manière ou d'une autre, en fait, le bastion de gauche, c'est toujours le local et les collectivités locales. Et ne pas craindre justement le vote sanction serait peut-être être trop sûr de soi-même. Ça, c'est autre chose. Et cette droitisation, si réellement elle existe et elle est réelle, et la vraie question qu'il faut vraiment se poser, c'est de dire quel est l'antidote de cette droitisation progressive de la gauche, parce que effectivement, si la gauche perd son âme, qu'est-ce qui le restera après ensuite? Mais quelle âme? Quelle âme est mais des valeurs authentiques, des françaises. Est-ce que c'est d'être réaliste que de perdre son âme? Je repose la question. Moi, je ne suis pas sûr. Non, enfin, je pose la question, effectivement. Le réalisme, s'il faut le dire comme ça, s'il doit s'orienter vers la droite et non pas sur des rêves et les idéaux, les grands principes que la gauche défendait avant. Je ne suis pas... Voilà. Si, la gauche a défendu 2-3 principes qui sont déjà passés. La gauche a défendu le mariage pour tous, qui n'enlève rien à personne et qui fait accéder aux mêmes droits de personnes qui s'aiment et qui veulent vivre ensemble. Ça, c'est personne à faire avant nous. Hein. Voilà, pour être clair. Là, il y a une émission de réflexion sur la fin de vie dans la dignité. En plus, ça tombe bien, c'était un de nos thèmes de campagne. Parce que ça aussi, il faut bien un jour en parler et tranquillement et clairement entre entre communautés, enfin, dans la communauté nationale, hein, je veux dire, j'entends. Entre nous, à 4 ou 5. Donc il y a bien, petit à petit, des choses qui se font. Là, il y a un projet de loi qui vient de passer, vous savez, sur quand il y a un problème de justice et qu'en fait, il y a eu une erreur de justice. Il y a un projet de loi qui est passé inaperçu, mais en fait qui permet maintenant, quand il y a vraiment une erreur manifeste, de pouvoir revenir sur le jugement, d'une manière ou d'une autre, mais plutôt que d'attendre de nouvelles pièces à conviction qui font qu'on rouvre le truc. Enfin bon, vous connaissez le processus. Mais ça, si les médias n'en parlent pas, nous on en parle, mais si les médias n'en parlent pas, alors c'est pas une accusation sur Zakaria, mesdames, comme ça clair. On est preneur tout le temps. Que j'aime beaucoup, mais non, mais si les médias n'en parlent pas, qui en parle? Et vous savez que les médias, quand même, ne font pas l'opinion, mais au moins distillent des messages. Donc nous, on essaie de les distiller. Je reviendrai sur le vote sanction. Il y aura peut-être un vote sanction. Je ne vois pas pourquoi, néanmoins, il y aurait plus un vote sanction pour Pierre Cohen que pour Alain Juppé, qui en 2008 était aussi sur une phase, ou dont l'UMP était sur une phase descendante. Quand le maire est bon, point. Et les gens le savent. On a un maire qui est très bon. Voilà.
Bien. Moi, pour ma part, c'est pour ça que je me suis engagé aussi auprès de lui et avec lui. Alors moi, je vais terminer justement en vous posant une question assez générale de la politique française au jour d'aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se dit à l'heure actuelle, est-ce que ceci ne casse pas vraiment l'image de la France? Je vais dire, entre le président avec son casque, entre l'ancien président qui a des affaires. On se pose même la question si ces affaires sont, comme certains le disent, voulues ou pas voulues. Parce qu'on ne peut pas, à la limite, dire de quelqu'un qu'il a fait tant de choses sans qu'il l'ait vraiment fait. Il n'y a jamais de fumée sans feu, hein, en parlant de l'ancien président. Bon, alors, pour nous autres, ressortissants de l'Afrique francophone, ça fait vraiment tintamarre et nous sommes vraiment déçus de voir que la France devient vraiment presque rigolote hein, quand vous allez en Afrique maintenant, quand on voit les politiciens français vraiment à la dérive de cette façon. Bon, on se demande même, d'ailleurs, nous avons même décidé de demander aux élus, hein, surtout aux députés, qu'il faut absolument que la polygamie aussi soit adoptée en France comme le mariage pour tous. Parce que toutes ces choses-là, franchement, ça nous fait vraiment colimaçon dans la tête. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je vous rappellerai... Et c'est ma dernière question. C'est un président de la République qui est mort dans les bras d'une prostituée au 19e siècle. Ah oui, non, mais on va en parler. Non, attendez, on va en parler. Il avait peut-être cardiaque, hein, ça arrive, même chez au Cameroun. Oui, non, mais les hommes, dans une prostituée, vous avez eu l'affaire Markovitch avec la femme de Pompidou. Vous avez GE qui est rentré dans un commanditier, vous vous rappelez de ça? Chirac, 30 minutes douche comprise. C'est tout ça. Non, mais donc on revient aux vraies valeurs en fait. Non, pas revient aux vraies valeurs, mais ça fait partie. Je vois pas. C'est pas plus de l'être humain, oui. Ça fait partie de l'être humain. Pourquoi condamner donc la polygamie à l'africaine? Parce qu'ici vous avez une polygamie beaucoup plus. Hein, quand on voit tout ça, on se dit, mais il n'a qu'à mettre ça à l'Assemblée, puis voilà. Mais il n'est pas polygame, hein. Il était pas polygame. Écoutez... Il était d'autant moins polygame. Il était d'autant moins polygame qu'il n'est marié avec aucune des deux. Ça c'est un malin. Il est plutôt malin là. Non, mais malin ou pas malin, il n'est pas marié, donc il n'y a pas de polygamie. D'accord. Il n'y a pas que lui. Hollande est donc a priori célibataire. Ouais. Et il a comme petit ami qui veut. Ça vous pose un problème? Moi? Ben oui, je vous pose la question donc. Non, pas du tout. Moi, ça ne me pose pas un problème. Je suis comme lui, je suis un homme. Je peux me permettre. Après, c'est dommage, je parlais plutôt de l'image quand on est. Il faut montrer quand même un exemple. Je ne parle pas que de lui, hein. Je parle aussi de l'ancien président, de tous ceux qui ont fait des conneries. Enfin, si on peut voir ça comme conneries. Je vais dire, est-ce que vous voyez l'image à la française vraiment réorganisée ou rehaussée hein, par rapport à tout ça? Parce que ce sont des hommes qu'on aime bien, ce sont des hommes qu'on se doit de respecter, mais eux-mêmes aussi, ils doivent avoir comme ça, une décence de respect. Mais où est l'irrespect? Bon, j'irais même dire... Parce que l'exprimer, où l'irrespect, enfin, en ce qui me concerne, hein, femme du monde ou pas du tout, mais tout simplement, on va dire observatrice. J'ai dans mon enfance aussi hein, l'image du président de toute façon et sa première dame. C'est vénéré. Les femmes en général adorent les premières dames parce que je pense que c'est le point fort du président et ils ont besoin d'une première dame à côté d'eux pour justement rayonner. Et quand un président se présente avec une petite amie comme première dame, entre guillemets, hein, c'était ça qui était prévu, c'est normal quand même qu'il y ait ce sentiment d'être froissé. Les femmes, forcément, voilà, toutes les femmes, bah non, il n'y a pas de... Alors, je disais, pour moi, on est à la tête d'un État. Pourquoi? Non, pour être à la tête d'un État, il faut être nécessairement marié. D'accord. Okay. Parce que oui, Alpha. Non, mais je vous pose la question. Ah oui, selon moi. Bon, ceci dit, hein, c'était une question comme ça à l'emporte-pièce, quoi, hein, comme on dit. Donc, il fallait quand même... Vous savez, vous êtes un ancien homme de médias, il fallait quand même vous mettre un peu aussi sur... Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on vous souhaite bonne mer, bon vent et bonne mer. Bonne réussite surtout à cette campagne qui va être sans doute très rude, plus rude que les autres qui l'ont précédé. Mais je compte sur, il a une vigueur, il a le cœur pour ça.
il est capable de continuer à impulser justement les électeurs. Il dit ça à tous ceux qui passent ici. Non, c'est pas vrai. Tu vas pas Bon, d'accord. sur le marché Ok. en train de parler aux gens. Donc c'est très important de le souligner. D'accord. Je crois en lui, je crois qu'il va y arriver. Vous Un dernier mot, M. Bax. D'abord, je vous remercie pour l'invitation parce que c'est quand même très sympathique de m'avoir invité, de m'avoir permis de discuter, digresser et autres avec vous, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, mais c'est ça la démocratie. Voilà. On pose des questions. Vous savez très bien donc ce que je suis, sur quelle liste je milite. J'espère que nous allons gagner parce que je pense qu'il faut un deuxième mandat, voire peut-être un troisième, mais enfin, pour ma part, au moins un deuxième, de façon à ce que tout ce qui a été bien amorcé au cours de ce premier mandat se poursuive au deuxième mandat, et notamment le maillage en transport en commun. Ça, c'est quelque chose qui me taraude particulièrement. Enfin, c'est comme ça, chacun ça marotte. Voilà. Après, effectivement, par rapport à la politique nationale, j'espère qu'enfin, on va voir le bout du tunnel, parce que, mis à part le fait qu'on soit de droite ou de gauche, on est censé se bagarrer et militer pour le bien-être de la collectivité. Moi, je ne milite pas vraiment pour moi. Parce qu'à titre perso, ça va, je veux dire, bon. Mais il faut se pencher sur les cas qui sont difficiles, il faut essayer d'aider les gens, il faut essayer de leur trouver un logement. D'ailleurs, vous verrez, si vous regardez le programme de Pierre Cohen, il y a quand même pas mal de logements sociaux qui sont prévus pour ce mandat. Il faut les aider, les accompagner et leur redonner espoir. Et je pense vraiment que le programme de Pierre Cohen, Faustin me connaît un peu, j'ai quand même pas l'habitude de mâcher mes mots, mais je pense vraiment que le programme de Pierre Cohen peut redonner espoir. Peut redonner espoir dans ces 6 ans et espoir aussi en la politique. Le fait noble. Vous voyez, pas le truc politicien, on se chicane, notre truc. Voilà. D'accord. Pierre Nicolas Babs, secrétaire général du PRG en Haute-Garonne et membre du comité directeur national, était l'invité du Club Tropical La Voix de l'Afrique sur Radio Occitanie. Et pour l'interroger, il y avait bien évidemment Faustin de Négropolis Info et Émilie de Nougué TV, y compris moi-même, à l'occasion de cette journée de la femme. Pierre Nicolas, merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Avec plaisir. D'entre les deux tours peut-être. Qui sait